Bien, je vais commencer tranquillement en me présentant. Je suis Stéphane Parent, je suis à la tête d'Espace OBNL depuis le début. Ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche, on inspecte et on informe les gestionnaires d'OBNL. Contrairement à beaucoup de gens que l'organisation sont leurs clients, nous, c'est les individus principalement qui sont les clients chez nous. Je vais passer très rapidement sur ce qu'on fait à la fin, mais je veux surtout apporter votre attention sur votre quotidien. Cette cartographie-là, on la promène depuis la création d'Espace OBNL en 2017 et c'est la réalité d'un gestionnaire d'OBNL. Est-ce que ça ressemble à votre quotidien? Oui, aussi, hein? Parce que les petites bulles sont assez détaillées. Fait que on va parler de différentes choses aujourd'hui, mais globalement, je veux profiter de différents échanges qui sont dans nos formations, quand on a des discussions avec des gestionnaires, pour regrouper certains éléments importants. Je veux aussi vous aider à voir certains angles morts que vous ne voyez pas dans votre processus de réflexion stratégique. Juste comme ça, vous avez tous des planifs stratégiques ou des plans stratégiques et des plans d'action? Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas? Parfait, tout le monde en a un. Est-ce que votre plan stratégique est divisé en deux sections? Une section sur des objectifs stratégiques pour l'organisation et des objectifs, et la deuxième section pour des objectifs stratégiques sur la mission. C'est ça, j'en vois certains grimacer. La partie, on est très, très fort sur une stratégie pour la mission, puis on est souvent très absent dans les stratégies pour l'organisation. Ce qui fait que le premier piège que je vais vous amener à éviter, c'est de ne pas faire de la gouvernance une priorité. La gouvernance, pour certains, c'est un mal nécessaire, mais en réalité, c'est un outil de travail, c'est un outil qui permet vraiment de vous aider. Parce que quand on regarde c'est quoi la gouvernance au sens large, c'est des modalités pour savoir où on s'en va en prenant le moins de risques possible avec les meilleures ressources à bon escient. C'est quoi la différence entre gouverner et gérer? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Oui. OK. Bien, on peut le prendre comme ça, mais pensez au modèle municipal. Le conseil municipal puis les fonctionnaires, c'est un peu ça. La gouvernance, on est dans l'orientation et dans le survol. L'équipe va être dans la gestion, directement impliquée dans l'exécution et la supervision. Ça, c'est peut-être le premier élément de compréhension au niveau de la gouvernance qui est important. Puis c'est là aussi où on a beaucoup de DG qui se rendent compte que leurs administrateurs mettent le nez dans leurs affaires. Le principal enjeu par rapport à ça, c'est qu'on a des gens qui, quand ils viennent s'impliquer sur le conseil d'administration, ils viennent pour la mission. Ils connaissent la mission, mais au bout de la ligne, ce qu'ils doivent faire, c'est s'assurer de la gouvernance. Fait qu'il y a une première étape sur la réalité des rôles et des responsabilités à catcher au début. Puis ça, à chaque AGA, c'est à recommencer. Parce que vous avez souvent du nouveau monde. Puis à chaque membre du personnel aussi, c'est à recommencer. Il y a aussi le rôle du conseil d'administration a changé à travers les années. Puis là, je vais parler pour les organisations qui ont une direction générale. Les organisations qui sont 100% bénévoles, c'est un peu différent. Mais globalement, une des grandes fonctions du conseil d'administration, c'est la création de valeur. Est-ce que ça fait partie de vos ordres du jour, ça, de créer de la valeur? Des fois, oui. Des fois, je vois des gens qui me disent non. Puis l'autre élément sur lequel je veux amener votre attention, c'est l'ensemble des parties prenantes. Traditionnellement, on est très focusé sur ceux qui reçoivent les produits, les services, les programmes, à savoir nos membres. Les discussions autour de la table, la planification stratégique, c'est nos membres, nos participants. Mais en réalité, le rôle de la gouvernance, c'est de prendre une considération, d'amener tout ce monde-là autour de la table pour être capable de propulser la mission. Quand on regarde vraiment la gouvernance d'un point de vue d'une vie associative puis d'un point de vue d'une organisation collective, on se ramasse à ramener plein de gens autour qu'on n'avait peut-être pas perçus comme étant de la valeur ajoutée. Puis, quand je reviens sur ce que vous voyez ici, bien, on se rend compte que c'est relativement complexe puis que la gouvernance, c'est un petit bout dans tout l'écosystème. Fait qu'on a tendance, des fois, à prendre notre conseil d'administration parce qu'on n'a pas le choix. Puis très souvent, on est quelqu'un qui arrive en poste comme gestionnaire, puis on fait « OK, j'ai un CA, je vais apprendre à vivre avec », mais on ne comprend pas à quoi sert le CA. Fait que c'est peut-être un des éléments les plus utiles à considérer. Fait que le CA va toujours avoir dans sa planification stratégique l'axe de la mission. Donc, comme je disais tantôt, les services, les programmes, les activités, progression de la mission, la vie associative. Ça, c'est pas mal dans vos planifs stratégiques. Souvent, ce qui manque, c'est l'autre bout, l'axe de l'organisation.
Donc, l'amélioration de la gouvernance, vous devriez tous avoir ça comme un objectif stratégique. Parce que ce n'est jamais comme ça devrait être. Après ça, l'amélioration constante des conditions de travail. C'est-tu dans ta planif stratégique? Parce que tu as dit tantôt qu'un de mes grands défis, c'est mon financement pour le personnel. Bien, c'est ça. C'est là où je reviens sur le premier piège, qui est de ne pas faire de la gouvernance une priorité, puis que les deux entités, l'équipe puis le CA, ne travaillent pas tous dans le même sens. Quand on arrive dans un processus de planification stratégique, mettons simplifié, ça ressemble pas mal à ça. Quand on arrive ici, dans la mise en place des objectifs, mais là, on vient vraiment se dire, bon, on a une posture d'organisation, une posture de mission. Puis après ça, l'autre bout, c'est mettre en place des indicateurs pour être capable de simplifier la vie en tant que DG. C'est quoi votre deuxième? Vous pensez que c'est quoi le deuxième piège? Vous ne savez pas, hein? Parfait. C'est correct, j'aurais aimé ça avoir des réponses, mais je comprends, il fait chaud, il fait beau, puis on va aller dehors. Le deuxième piège, c'est penser que les revenus, c'est seulement le travail de la permanence. C'est aussi le travail du conseil d'administration, pour plusieurs éléments, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. D'entrée de jeu, tantôt, je vous dis, on sait qu'il y a des restrictions budgétaires qui s'en viennent. Au moins, il n'y aura pas de progression de financement. Donc, combien de temps, dans une rencontre de 2-3 heures dans un CA, vous allez passer à parler de revenus? Puis là, je ne parle pas de financement. Faites attention au langage. À parler de revenus. Combien de temps vous passez? Plus que la moitié? Moins que la moitié? De temps en temps, vous en parlez? Moins, en général. Parce que le réflexe de beaucoup de conseils d'administration, le DG va s'en occuper. C'est sa job, on l'a embauché pour ça. Mais pourtant, la gouvernance, elle a un impact majeur sur le volet financier. Parce que la discussion qu'on doit avoir en premier, c'est quoi notre obligation de croissance? Puis ça, je vous invite à avoir la discussion avant votre conseil d'administration, votre direction générale. À quel moment on veut faire de la croissance? Puis quand je parle de croissance, je ne parle pas de croissance monétaire, je vais parler de croissance reliée à la portée de notre mission. Plus d'enfants, plus de familles soutenues au niveau de la santé mentale, plus de gens dans mes activités de chambre de commerce. Donc, ça, c'est la croissance. Puis, un bon conseil d'administration n'est jamais satisfait de son niveau de service. On veut toujours en servir plus. Mais malheureusement, c'est une discussion qu'on a souvent très peu. On passe combien de temps à parler du budget plutôt qu'à parler de nouvelles sources de revenus? Hein? Plus ça, vos conversations hein, autour d'un CA, c'est souvent ça. Combien d'entre vous avez un plan d'investissement sur 36 mois? Oui. Personne. Ça veut dire que vous ne voyez pas plus loin que le 1er décembre. Vous êtes la majorité d'entre vous, vous êtes des 31 mars dans vos années financières. Du PESOC, c'est 31 mars. Après, rendu au 1er avril, il se passe quoi? On recommence. C'est 36 mois. Donc, des projets de transformation numérique, comme l'installation d'un YAPLA, où ça va coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars, on ne finance pas ça comme des dépenses. C'est un investissement. Ça prend une vision d'investissement. Se doter d'une ressource, si on parlait de philanthropie tantôt, se donner d'une ressource qui va travailler sur du don planifié. Le don planifié, c'est entre autres le don testamentaire. Des gens qui donnent de l'argent à la fin de leur vie. Est-ce que c'est un horizon de développement de 3-4 mois? Est-ce qu'on va chercher des dons planifiés? Non, des fois, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comment vous allez le planifier, cet investissement-là? Donc, vous allez payer quelqu'un qui ne donnera pas de résultat dans le premier 12 mois. Et c'est une conversation difficile quand on regarde le budget juste sur 12 mois. Combien de sources de revenus différentes vous pensez que vous avez accès? On parle de financement, il faut qu'on parle de subvention. Après ça, on a parlé de philanthropie, ça fait 2. Quoi d'autre? Fondation, ça rentre, effectivement, c'est une source de revenus, pardon. Quoi d'autre? L'événementiel. Les memberships. Quoi d'autre? Il y en a d'autres. Voyez-vous? Il y en a au-dessus d'une trentaine. OK? Différentes. Regardez l'écosystème financier. Ça, c'est l'écosystème financier. Puis je vous dis, ce slide-là, ça fait 4 ans que je la présente, puis on n'a pas trouvé grand-chose qui n'était pas là-dedans. À part peut-être du détail dans la philanthropie, là. Je reviens sur la gouvernance puis sur le fait de quel espace vous vous laissez dans vos conseils d'administration pour discuter des initiatives qu'on peut faire dans ces initiatives-là, considérant aussi l'autre travail qui est à faire, celui des parties prenantes. Quand on combine les deux, il y a plein d'idées qui explosent.
mais ça fait partie des travaux de la gouvernance aussi, d'amener cette vision stratégique-là sur, entre autres, les revenus autogénérés, mais sur le fait aussi de se donner les moyens de nos ambitions à travers les investissements. Parce que si on voit l'installation d'une plateforme comme Yapla juste sur les prochains 12 mois, ça va toujours être trop cher. Il faut le voir sur au moins 2 ans, 3 ans, sur le retour que ça va amener. Mais ça, c'est des discussions qu'on n'a pas. On voit juste la dépense. On ne voit pas le revenu. Ça aussi, c'est un autre piège. Je vais arriver au troisième piège, qui est celui de ne pas avoir de processus d'accueil pour vos administrateurs. Fondamentalement, pas mal tous les gens qui arrivent dans le milieu arrivent d'ailleurs. Des anciens intervenants ou des gens qui sont dans les familles, des personnes que vous soutenez, etc. Les gens, ils viennent par la porte de la mission. Là, ils arrivent, quelqu'un leur dit « Hey, tu serais bonne, toi, ou tu serais bon, toi, sur le conseil d'administration. » Puis là, ils se présentent à l'AGA, ils lèvent la main tranquillement, pas trop. Puis là, ils font « Ah, je me ramasse sur le CA, mais j'ai aucune idée dans quoi je me suis embarqué. » Là, je vous vois faire signe de la tête. Ça vous dit quelque chose, hein? C'est quoi votre processus d'accueil après, une fois que la personne commence à siéger? Pardon? Formation. Moi, je vais vous proposer 7 étapes d'un processus d'accueil. Là, je te vois, 7 étapes, c'est long. Mais là, si vous respectez ces étapes-là, si vous mettez en place un processus d'accueil qui figure dans vos politiques de gouvernance, ce qui veut donc dire que si le CA change à 100 % le processus reste, vous allez voir, vous allez vous simplifier grandement la vie, mais vous allez aussi éviter un paquet de problèmes qu'on voit par la suite. Donc, la première étape, c'est d'être réaliste pendant l'AGA. Je vais les passer étape par étape. Avant l'AGA, puis un peu pendant, c'est combien d'heures s'investir chez vous comme administrateur? Parce que là, il y a bien des gens qui se font vendre ça. Ah, c'est 4 rencontres avec des petits sandwichs. C'est bien simple, c'est pas trop, regarde. Mais on cache la vérité parce qu'on va aller chercher du monde absolument. C'est l'erreur. Allez chercher des gens. Puis si vous êtes en difficulté, soyez encore plus transparent. On a besoin de gens pour rebâtir l'organisation. Quand ils vont arriver à la table, ils sont déjà conscients qu'ils viennent vraiment s'impliquer. Après 3 mois, ils ne vont pas vous lâcher parce que ça représente plus que ce qu'on leur avait vendu. Ça, c'est la première étape du processus d'accueil. La deuxième étape, c'est le guide de l'administrateur. Le guide de l'administrateur, c'est quoi? C'est un document où on a une série, un document, avant c'était incartable, maintenant c'est un fichier partagé, où on a un paquet de documents qui sont utiles à la fonction. Ça, de plus en plus. Mais là, vous allez me dire, Stéphane, c'est beau leur donner tout ça, mais ils ne lisent pas. Vous d'accord? Non, attends, les étapes vont nous aider. C'est pour ça que les étapes du processus d'accueil sont importantes. La troisième étape, c'est une rencontre avec la présidence. Et la première question que votre présidence va poser, as-tu des questions, as-tu bien tout compris sur tes documents? Là, il va y avoir 2 cas de figure. La personne va dire, je les ai lus, j'en ai. Puis la personne va dire, je n'ai pas eu le temps de les lire, excuse-moi, je ne savais pas que j'allais que j'y lise pour cette rencontre-là. La présidence va dire, c'est pas grave, tu rencontres la DG dans 2 semaines, elle va te poser exactement la même question. 2 semaines plus tard, la quatrième étape, c'est une rencontre avec la DG. Puis là, ces rencontres-là, ils sont structurés entre guillemets. La rencontre avec la présidence, c'est sur le fonctionnement du CA, sur les différents comités, et ainsi de suite, sur le leadership, sur les intentions que le conseil a. Quand on arrive avec la DG, on tombe plus dans quelque chose d'opérationnel. Comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que vous êtes capable d'amener? C'est quoi les contacts que vous pouvez? L'élément de contribution, il est important. Déjà là, on place la table sur comment ça fonctionne. La 5e étape, on fait un maillage entre des anciens administrateurs et des nouveaux. Comme ça, ils ont une personne ressource autre que la présidence et le directeur général. La 6e étape, là, c'est une formation en gouvernance. Ça tombe bien, c'est ce que moi je vends. Formation en gouvernance, il y a différents produits maintenant. Oui, il y a des formations où un consultant peut aller, mais il y a de plus en plus, entre autres, nous, on en a une, on a mis une en ligne, qui est une formation préenregistrée de 10 modules que la personne peut faire à son rythme. Fait que si tu as juste 2 nouveaux administrateurs, paye-toi pas un consultant pour rien. Tu fais juste payer la formation en ligne qui émet un certificat de complet. Fait que si tu veux être sûr que la personne a fini ces 10 étapes et qu'elle n'a pas arrêté après 2, bien, il y a un certificat qui est émis. Puis on sait qu'il y a certaines villes avec qui on parle qu'ils vont leur demander le certificat pour au moins un tiers du CA pour avoir droit à un upgrade de financement. Fait que ça, c'est de plus en plus. Parce que
faut conscientiser les gens comment ça fonctionne un OBNL. Parce qu'il n'y a personne qui le sait en venant au monde. Fait qu'on l'apprend tout souvent sur le tas. Mais en même temps, il y a des règles de gouvernance, il y a des règles de fonctionnement qui ont changé depuis une dizaine d'années. Fait que même les gens qui l'ont fait depuis « Ah, ça fait 20 ans, je suis membre de 8 CA. » Parfait. Tu donnes une formation à ces gens-là, puis ils font « Ah, ça, on ne faisait pas ça. Ah, ça, on ne faisait pas ça. » Parce qu'il y a des nouvelles pratiques. Finalement, la 7e étape, c'est souvent celle où les surprises sortent le plus, puis où vraiment on vient confirmer l'implication de quelqu'un. C'est, après 2-3 rencontres de CA, on se trouve à faire une rencontre de tout notre nouveau monde, le président, le DG, puis on dit « Comment ça va? Est-ce que vous avez tous eu l'occasion de contribuer? Est-ce que vous vous sentez qu'on vous demande de contribuer? Est-ce que l'aspect stratégique est là? Etc., etc. » Quand on a fait ces 7 étapes-là, on s'entend dessus que la qualité de l'administrateur qu'on a n'est pas le même que si on fait juste, il s'assoit puis il participe. Et le 4e piège, parce que théoriquement, j'ai juste 20 minutes, puis je sais que vous allez avoir plein de questions. Le 4e piège, c'est oublier qu'une relève se planifie. Le plus grand risque dans un OBNL, c'est le départ de la DG. Là, je dis la DG parce que c'est 75% des femmes. Qu'est-ce qui est mis en place pour votre départ? Puis quand je dis départ, là, vous sortez dehors tantôt, là, à Montréal, c'est plein de fous, là. Vous pognez un accident. Ce n'est pas nécessairement un départ à la retraite. Ça peut être un accident, une maladie, ainsi de suite. Puis très souvent, il n'y a pas de relève. Puis dernièrement, moi, j'ai vu, ça fait partie des risques qui sont souvent sous-évalués, le départ de la DG, avec la cybercriminalité, puis les enjeux de fraude. Parce que les fraudes, vous savez hein, que malgré le fait que vous êtes audité, il y a quand même la possibilité d'avoir des fraudes dans vos états financiers. Vous êtes tous conscients? Oui, parfait, j'ai pas besoin. Fait que, quand on parle de relève, on va en parler à 2 places. Dans le départ ou l'absence de la direction, puis après ça, dans le remplacement périodique de la présidence. Dans les bonnes pratiques de gouvernance, on met un nombre limite de mandats pour un administrateur. En général, ça va aller entre 12 et 15 ans d'implication. Puis après ça, on change de présidence, on change d'administrateur. C'est important que la présidence, parce que ce qu'on veut éviter, c'est le discours que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu. « Ah, je suis président depuis 30 ans, je suis obligé de rester, il n'y a personne qui veut prendre ma place. » L'avez-vous planifié que quelqu'un... Puis en général, il n'y a pas eu de planification, fait qu'il n'y a pas personne pour prendre la place. Fait que ça prend une stratégie écrite de la part du CA sur ça, puis ça. Surtout ici. Dernièrement, j'ai vu une direction générale qui est partie après 15 ans en poste avec son ordinateur personnel et toute l'information depuis 15 ans était dans son ordinateur. Puis c'est là où l'investissement, je reviens sur l'idée de l'investissement, puis on va faire un parallèle avec ce que Yapla fait. Il y a de l'information dans un système comme Yapla. Que ce soit Yapla, que ce soit d'autres types de systèmes, un SharePoint pour les documents, ainsi de suite. Un peu ce que tu disais, ton portail. Fait que ça, c'est un élément qui souvent est absent. On veut économiser, mais on se rend compte qu'on se met à risque. Puis qu'on n'a aucune stratégie de départ si on a un départ, puis si on a besoin d'une continuité dans l'organisation. Qui est DG? Personne? Vous seriez surpris du nombre de DG qui me disent « Hey, je suis arrivé en poste, là, on m'a donné une paire de clés, puis on m'a dit « Ça, c'est ton bureau, ça, c'est ton téléphone, vas-y, c'est à toi maintenant. » Pas de plan d'accueil, pas de plan de continuité, parce qu'il n'y a jamais eu de stratégie de relève. Puis très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le DG découvre des squelettes à fur et à mesure, puis après 11 mois, donne sa démission parce que ce qui est la réalité n'est pas du tout ce que le conseil d'administration avait vendu pendant les entrevues. Ça amène différentes problématiques. C'est sûr que si on parle plus de la présidence, bien là, c'est l'idée d'avoir un comité de gouvernance dans l'organisation qui est essentiel aussi. Tandis que le remplacement de la direction, ça vient au comité des ressources humaines au sein du conseil d'administration, de mettre en place les systèmes numériques pour garder l'information, de scinder la fonction développement et opération. Très souvent, on engage des DG pour gérer une organisation, quand en réalité, ils sont là pour la développer. Le vrai job d'un DG, c'est un job de mobilisation puis de développement. On devrait avoir quelqu'un à l'interne qui s'occupe de l'opérationnel. Comme ça, si le DG part, la shop, le plancher, ça continue à rouler. Puis ce qui va arriver, c'est que si on a vraiment une DG qui fait du développement, bien, la courbe de croissance de l'organisation, parce qu'elle va avoir plus de temps pour aller dans des chambres de commerce, pour aller rencontrer des partenaires, pour faire du démarchage, pour vraiment monter des projets, elle va avoir du temps pour pouvoir le faire.
sauf que les conseils d'administration ne le voient pas parce qu'ils regardent 12 mois. Vraiment. Et ça prend un PCA. Le PCA dans les OBNL, c'est quelque chose de nouveau, un plan de continuité des affaires. Hier, j'avais la chance de donner une formation, puis j'avais une personne de Chibougamau puis une de Chapet. Quand j'ai parlé de PCA, ils ont fait, on aurait dû en avoir un avant les feux de forêt de l'année passée. Il y a 2 mois, Laval, 10 000 portes inondées. Savez-vous qu'il y avait plusieurs OBNL là-dedans qui ont été inondés aussi? Hein? Pas de plan de continuité des affaires. Fait qu'ils ont été comme Puis je vous rappelle juste, mars 2019, 2020, il y a eu quelque chose qui s'appelait la COVID. Je ne sais pas si vous en rappelez. C'est loin, là, mais c'était hier. Fait que le plan de continuité des affaires, ça fait partie du travail de la direction générale de le faire en collaboration avec son conseil d'administration. Et finalement, le plan de développement des compétences. Pourquoi je le dis si fort? Parce que ça fait 30 ans qu'on se fait dire que les baby boomers s'en vont en retraite. Puis que si on avait des conseils d'administration qui auraient des plans de développement des compétences, la crise qu'on a au niveau des ressources humaines, elle serait moins grande. Parce que les postes seraient comblés à l'interne, puis on aurait une vision sur la progression de nos employés, au lieu de toujours penser que ça va être mieux si on prend quelqu'un de l'externe aussi. Ça fait le tour rapidement, en 20 minutes, de plusieurs choses que je vois au quotidien sur des pièges. Moi, je suis encore là. Le kiosque est là. Juste vous dire rapidement, j'ai dit que je reviendrai sur ce qu'on fait. Ce qu'on fait, nous, c'est du développement de compétences. On a la chance d'avoir YAPLA comme partenaire depuis le début, en 2017, quand on est parti. On a aussi la chance d'avoir tout un écosystème de partenaires spécialisés en OBNL. Puis, vous allez voir, on a aussi une plateforme d'offres d'emploi. Si vous cherchez un DG, quelqu'un en direction, la seule plateforme pour afficher, c'est chez nous. Puis, je vous invite à consulter tous nos contenus gratuits. Puis on a beaucoup d'outils gratuits à télécharger aussi, plus un paquet d'autres choses que vous découvrirez avec le temps. Merci.